Il faut savoir que nos astronautes sont assis dans ce cockpit-là depuis près de 2 heures. Ils sont évidemment très nerveux. Ça devait être probablement une de leurs angoisses, d'être retardés comme ça. Absolument, absolument. C'est toujours l'angoisse principale d'astronautes ou tout simplement d'une fusée commerciale qui est appelée à lancer un ou des satellites. Il y a ce qu'on appelle dans le langage technique une fenêtre d'opportunité et c'est à l'intérieur de certains paramètres de temps que le lancement doit être fait. La fusée, les moteurs d'appoint sont évidemment remplis de carburant extrêmement volatile. Tous les systèmes sont prêts et la décision sera prise d'ici quelques minutes de procéder ou pas. Le compte à rebours va reprendre à ce moment-là. Voilà. On voit sur diverses images, M. Giroux, une espèce d'horloge. On l'a vu s'arrêter à 20 minutes et tantôt on l'a vu à l'écran, c'était à 9 minutes. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette horloge-là? Étant donné qu'il y a de très nombreux systèmes qui doivent être mis en fonction, on procède de façon régulière à un arrêt du compte à rebours de façon à faire une vérification par ordinateur de ces différents systèmes et s'assurer qu'ils fonctionnent de façon tout à fait adéquate. C'est dans cet esprit, donc, que des arrêts sont faits, qu'une vérification complète de tous les systèmes de mise à feu sont faits et qu'ensuite le compte à rebours est repris. Au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, il y a combien de personnes ce matin qui travaillent au lancement de la navette? D'après mes informations, il y a ce matin environ 3000 personnes qui sont affectées directement au déroulement des opérations. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Bon, pendant ce temps-là, à bord de la navette, il y a 6 hommes, dont un Allemand, et une femme, notre Canadienne, si on peut le dire comme ça, Roberta Bondar. On peut peut-être en parler un petit peu de Mme Bondar, parce que j'ai entendu dans un reportage, elle disait que les 2 premières minutes du vol, elle serait angoissée parce qu'elle aurait dans l'esprit le tragique accident de Challenger en 1984. Elle vous en a parlé, j'imagine. Bien sûr. Roberta, je crois, elle a 2 raisons d'être angoissée ce matin. La première, c'est évidemment qu'elle a été embauchée par l'agence en 1983. Elle a commencé l'entraînement en 1984. Ça fait donc 7 ans que Roberta s'entraîne de façon assidue et très studieuse, je dois dire, à préparer ce vol historique. Évidemment, en plus, l'incident du Challenger de 86, qui a causé la mort de 7 astronautes à l'époque, n'est pas sans provoquer chez elle beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Il est certain que les 7 astronautes sont maintenant assis dans le cockpit de la navette, qu'ils attendent nerveusement la reprise du compte à rebours. Ils sont évidemment nerveux, angoissés, mais je suis certain qu'ils sont impatients de procéder à ce décollage qui, dit-on, est absolument formidable et d'être mis en orbite le plus rapidement possible afin de commencer et de procéder à ces expériences scientifiques qui sont l'objet même du vol d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va en reparler tantôt. Monsieur Giroux, vous avez mentionné qu'ils sont là à l'intérieur de la cabine depuis 2 heures maintenant. Là, ils ont le temps de regarder, d'avoir de l'appréhension. Mais auparavant, ils ont tellement de choses à faire. Est-ce qu'ils ont le temps de s'énerver avec tous les préparatifs qu'ils ont à faire? Écoutez, c'est un peu comme passer à la télévision pour quelqu'un comme moi qui vient pas souvent. Je suis certain qu'ils ont des abeilles dans l'estomac. C'est certain, même si leur entraînement a été intensif. Vous savez qu'ils sont tous pilotes d'avions à réaction. Roberta, pilote, elle pratique plusieurs sports dits dangereux. Mais en dépit de ça, en dépit du fait que ces astronautes sont parmi les êtres humains les plus performants au niveau physique et psychologique, quand même, l'appréhension doit être extrêmement grande. M. Giroux, Jocelyne, si vous le voulez bien, nous allons faire maintenant une courte pause à 8h54. Nous allons vous revenir avec d'autres informations, d'autres images concernant le lancement de la navette spatiale pour aujourd'hui, mercredi, le 22 janvier 1992. À tout de suite. I copy. And launch director entity 212. Copy that. We're still doing the cleanup on the closeout of the fuel cell. Pour tout savoir et apprendre à bien vivre sa sexualité, il y a des mots pour le dire. À l'aide de témoignages et d'entrevues avec des spécialistes, Louise-André Saunier et Marguerite Blais abordent tous les aspects de la sexualité. Pour être bien renseignés,
pour tout connaître de la sexualité. Des mots pour le dire. Tous les jours, 9h45. Pour la première fois à la télévision, les meilleurs violonneux au Canada, dont le célèbre Tiblan Richard. Une liste complète des meilleurs classiques au violon par les meilleurs violonneux au pays, The Greatest Country Fiddlers. Cette collection spéciale contient 30 des meilleures pièces de tous les temps au violon. Si vous désirez avoir une collection unique avec les meilleurs violonneux, c'est celle-ci que vous devez vous procurer, The Greatest Country Fiddlers. The Greatest Country Fiddlers, sur 2 longs jeux ou 2 cassettes pour seulement 12,99 $ ou disque compact à seulement 16,99 $. Commandez maintenant The Greatest Country Fiddlers. Appelez sans frais 1-800-567-9471. Carte de crédit acceptée. Ou expédiez chèque ou mandat poste à case postale 153, succursale R, Montréal, Québec. Pour commande payable sur livraison, prévoyez des frais supplémentaires. J'aime recevoir. Et j'aime recevoir mon nouveau châtelaine à la maison. Parce que mon châtelaine et moi, nous sommes faits pour aller ensemble. Nous aimons avoir du plaisir et être sérieux quand il le faut. Nous sommes pratiques et nous voulons aller au fond des choses. On s'intéresse à tout. La vie, l'amour, le monde. En fait, j'aime Châtelaine parce qu'il a été repensé et adapté à mes goûts. Parce qu'il est complet et intelligent. Pour obtenir votre copie gratuite du nouveau Châtelaine, composez dès maintenant le 1-800-667-0101. En vous abonnant tout de suite, vous obtenez 12 numéros à 1,42 $ l'exemplaire, soit un numéro sur 3 gratuit par rapport au prix en kiosque, plus ce magnifique fourre-tout en cadeau. Abonnez-vous dès maintenant. Nos téléphonistes attendent votre appel. 8h57. Nous sommes dans l'attente, mesdames, messieurs, du décollage de la navette Discovery à Cap-Canaveral. Je vous rappelle qu'il était prévu pour 8h53. Il y a un report à 9h08 ce matin. Les raisons viennent de nous arriver, Jocelyne, je pense, de ce retard. Peut-être qu'avec M. Giroux de l'Agence spatiale canadienne, on peut peut-être expliquer les raisons. On parle d'un problème d'eau salée, d'air et aussi de brouillard. Il y a d'autres types de problèmes également. Tout à fait. Il semblerait, d'après les informations que nous avons, qu'il y a possibilité qu'il y ait des éclairs qui se développent présentement au-dessus du cap Canaveral, ce qui rendrait la mission tout à fait impossible. Et l'autre... C'était la grande inquiétude, ça, d'ailleurs, depuis les dernières 24 heures, la température. Parce qu'il faut rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec Challenger en 84. C'est exact. C'est la température aussi. C'est exact. Il y a 3 facteurs principaux qui peuvent retarder ou faire annuler une mission. C'est d'abord des conditions de température, c'est-à-dire qu'en bas de 9 degrés Celsius, les Américains ont décidé maintenant qu'ils ne lancent plus. Le deuxième facteur est la vitesse des vents latéraux, c'est-à-dire que si les vents s'élevaient au-dessus de 10 km/h et mettraient donc en danger la structure qui est actuellement au sol, le chef de mission déciderait de ne pas procéder au lancement. Et la troisième raison, c'est évidemment bris technique ou problème technique. Et il semble qu'on ait encore ce problème technique de conduite de carburant qui serait défectueuse à bord de la navette. On parle encore une fois, et je pense que c'est pas la première fois qu'on fait mention de ce problème-là, l'eau salée. C'est sûr que la base de lancement est proche de la mer, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Alors, est-ce que c'est un site idéal pour ce genre d'opération, M. Giroux? Oui, je crois que le site est idéalement situé. C'est à un des points les plus au sud des États-Unis. Et pour assurer la qualité des lancements, les sites de lancement doivent se situer le plus près possible de l'équateur. Évidemment, le fait que, et on le voit sur l'image, le fait que le site soit situé tout près de la mer provoque souvent des phénomènes météo qui peuvent mettre en danger la mission. Là, si je comprends bien ce qui se passe, il y aurait, en raison de légers vents qui viennent de la mer Atlantique et d'un mélange de température chaude et de température froide, il y aurait possibilité qu'il se développe des éclairs dans le voisinage immédiat
du parcours que la navette devra suivre immédiatement après son décollage. Donc, le vol est retardé, rappelons-le, à 9h08. Entre-temps, peut-être qu'on pourrait parler de la mission de Discovery. Discovery qui emporte avec elle le laboratoire Space Lab. Il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'expériences qui ont été faites par 200 chercheurs de 13 pays différents. C'est considéré comme une mission historique à cause, justement, je pense, de la coopération internationale. Tout à fait. Cette mission-là, elle est importante à plusieurs égards, dont la coopération internationale qui est effectuée par le moyen de ces nombreuses expériences développées par des chercheurs de plusieurs pays en collaboration entre eux. Pour le Canada, elle est d'autant plus importante que, comme vous savez, le Canada participe comme pays participant à la station orbitale Freedom, qui va être mise en orbite à la fin du siècle, à l'an 2000, on prévoit. On l'espère, en tout cas. Et on l'espère. À date, les échéanciers sont respectés et on compte bien pouvoir la faire voler en l'an 2000. En tant que participant à cette station, le Canada va pouvoir, à compter de l'an 2000 et pour une durée de 30 ans, qui est la durée prévue de cette structure orbitale, y envoyer donc des chercheurs canadiens, des astronautes canadiens, qui vont procéder, au nom de nos chercheurs à nous, à des expériences à bord de la structure. D'ailleurs, à l'intérieur de Discovery, sur les 50 expériences, je pense que le Canada en a 14. Elles sont de quel ordre, ces expériences? Le Canada a décidé, pour cette première mission du Space Lab, de procéder essentiellement à des expériences de nature médicale. Comme vous savez, l'espace provoque aux humains des comportements qui méritent et qui ont besoin d'être étudiés de façon suivie. Par exemple, nous comprenons mal pourquoi nos astronautes dans l'espace souffrent du mal de l'espace, qui ressemble au mal de l'air ou au mal de mer. Nous ne comprenons pas du tout pourquoi la colonne vertébrale des astronautes allonge de 5 à 7 cm une fois qu'ils sont en apesanteur. C'est impressionnant, ça. C'est fort impressionnant. Donc, c'est une des expériences qui va être faite. Voilà. D'ailleurs, Marc Garneau, quand il était revenu sur Terre, s'était plaint justement de maux de dos. Et apparemment, je crois qu'il y a 2 tiers des astronautes qui en souffrent, mais ils n'osent pas l'admettre. C'est exact, c'est exact. On a remarqué aussi que les os des astronautes se décalcifient en état d'apesanteur. Et évidemment, c'est très inquiétant et il faut absolument trouver remède à ces difficultés parce que les astronautes à bord de la station seront appelés à y vivre durant des périodes qui vont varier entre 3 et 6 mois dans des conditions difficiles. Alors, il faut donc procéder à de nombreuses expériences, tests, sur le comportement humain de l'homme terrestre dans l'espace, ce à quoi nous ne sommes pas habitués du tout. Et j'imagine qu'on espère que ça ait des retombées sur Terre éventuellement, parce qu'on sait, Dieu sait combien de gens ont des problèmes avec le dos. C'est le mal de l'époque, on dirait, ça, le mal de dos aujourd'hui. Il y a le mal de l'espace aussi qui va être étudié, et à bord de la navette, il y a un traîneau, un mini-traîneau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je n'ai pas eu le plaisir de faire une promenade à bord de ce petit traîneau, et heureusement pour moi. Mais Roberta a testé ce traîneau de façon intensive. Et le traîneau a été constitué, a été bâti de façon à reproduire les conditions de vol spatial pour étudier les moyens de prévenir ou en tout cas de diminuer le mal de l'espace qui doit rendre évidemment les astronautes fort inconfortables. Vous vous imaginez à bord d'un scaphandre portant cette espèce de casque fermé avec visière et tout à coup être sujet à des vomissements. Oui, et ce mini-traîneau, quand vous êtes dedans, provoque exactement la même sensation que quand vous tournez sur vous-même et que vous vous arrêtez subitement. C'est ça. Il y a ce mini-traîneau qui existe aussi pour des traitements à l'hôpital Royal Victoria. Est-ce qu'il y a un lien pour d'éventuels traitements qui seraient faits ici à l'hôpital Royal Victoria? Tout à fait, Mme Cazin. D'ailleurs, l'hôpital Royal Victoria coopère avec l'Université McGill
pour expérimenter ce petit traîneau, ce dont ils sont responsables. Il y a un certain nombre de chercheurs à McGill et à l'hôpital Royal Victoria qui ont collaboré pour mettre au point cette expérience qui sera testée en vol par Mme Bonder. Monsieur Giroux, vous avez parlé juste avant la pause, vous avez dit que ce sont les êtres les plus performants qui s'en vont dans ce merveilleux voyage. Ça demande une force de caractère mentale exceptionnelle, mais une forme physique aussi qui dépasse un peu la moyenne. Absolument, absolument. Écoutez, je vais vous donner une petite idée des critères de sélection. En 83, quand nous avons procédé au recrutement de nos astronautes, nous avons annoncé dans les journaux donc, que des postes étaient offerts à l'agence. Nous avons eu à l'époque 4300 demandes de candidats pour devenir donc astronautes potentiels. Et c'est par le biais d'un processus de sélection extrêmement sévère qui, en plus des capacités académiques et de la formation des gens, analysait aussi leurs capacités psychologiques de même que physiques à subir un entraînement intensif et à pouvoir vivre dans l'espace durant des périodes plus ou moins prolongées et à y vivre de façon cohérente, c'est-à-dire garder tous leurs moyens, garder leur calme. La carte. Voilà, jamais perdre la carte, surtout là-haut. Les cartes routières sont peu nombreuses dans l'espace. Et performer donc à un très haut niveau pour pouvoir réaliser de nombreuses expériences. Et l'entraînement n'est pas facile non plus. L'entraînement n'est pas facile, d'autant plus qu'il faut être patient. Comme on a dit tout à l'heure, Roberta a subi un entraînement de 7 ans avant de procéder à ce vol aujourd'hui. Il est intéressant de savoir que le vol auquel elle va participer a été retardé 19 fois avant de se réaliser aujourd'hui. Alors, ça prend donc des nerfs solides. Des nerfs solides, voilà. D'ailleurs, si on revient à Mme Bondar, qui a, bon, on le sait, on l'a bien dit, un curriculum vitae très impressionnant. Elle a 2 doctorats, une maîtrise. Elle est neurologue, médecin, agronome. Pour nous, le commun des mortels, bon, ça apparaît bien sûr extraordinaire. Mais est-ce que pour les astronautes, c'est dans la norme des choses d'avoir un curriculum vitae aussi impressionnant? Eh bien, je dois vous dire avec beaucoup de plaisir que Roberta, qui est la seule femme astronaute de notre groupe de 6 astronautes, est celle qui est aussi la mieux formée. Ah oui? Ah bon? Bravo. Donc, elle est vraiment exceptionnelle. Tout à fait, tout à fait. Vous avez mentionné qu'elle était pilote d'avion, qu'elle pratiquait des sports un peu risqués, comme... Voilà, dont la montgolfière, d'ailleurs, qui est un sport, la chasse, la plongée sous-marine, le ski alpin. D'ailleurs, il n'y a pas que des éléments scientifiques qui vont à bord de Discovery. Madame Bondar apporte plusieurs morceaux, un morceau de montgolfière aussi, je pense. Exact. Oui, et d'autres choses. Oui, elle a apporté le drapeau canadien, le drapeau des 10 provinces, les drapeaux de nos territoires. Des souvenirs de famille. Elle a apporté des souvenirs de famille. Elle a apporté les blasons, les écussons de toutes les écoles ou institutions d'enseignement qu'elle a visitées. Vous savez que nous utilisons nos astronautes quand ils ont quelques moments de libre pour visiter les écoles et parler aux jeunes étudiants de l'espace, des expériences que nous y faisons et du programme spatial canadien. Elle apporte même des semences d'érable du Canada. Ça apparaît un petit peu amusant et cocasse. Ah, bien, c'est un geste tout à fait canadien, je crois. Elle avait le choix, je pense, entre des semences d'érable ou des castors vivants. Elle a choisi ce qui était le plus facile à transporter. Ces semences, d'ailleurs, vont être plantées au Musée des sciences à son retour. Il est déjà 9h09. On rappelle qu'il y a eu un retard, Jocelyne? Bien là, on parle maintenant d'un retard de 25 minutes. Alors... On aura l'occasion d'y revenir si le besoin s'en fait sentir. Merci infiniment, M. Giroux, et on souhaite bonne chance à l'équipage de Discovery qui devrait s'envoler d'ici quelques minutes. À tout de suite, mesdames et messieurs. Merci.